Voici donc le premier cours de M51, diagnostic forestier, dédié à l'analyse sylvicole. Cette première séquence est une introduction importante puisqu'elle aborde la notion de peuplement, terme que nous allons utiliser pendant les 2 années de formation de BTS gestion de forestière. En effet, le diagnostic forestier s'applique à un peuplement, donc il est très important de comprendre sa définition. Nous allons commencer d'ailleurs par quelques définitions pour être plus précis dans nos explications. Nous allons commencer par définir une forêt, terme que vous connaissez, qui correspond à un écosystème principalement constitué d'arbres. Donc cette définition reste très simple. Elle est beaucoup plus simple que la notion qu'il y a derrière le mot forêt, puisque c'est un écosystème très complexe, certes constitué d'arbres, mais également d'autres éléments végétaux et animaux en interaction, et on peut dire en interaction complexe. C'est donc un milieu difficile à appréhender, car il y a énormément de variétés d'espèces qui interagissent les unes avec les autres de manière visible ou non. Je pense en particulier aux champignons dans le sol, par exemple. C'est également un milieu en évolution perpétuelle. Évolution individuelle des arbres qui vont germer, naître, se développer, puis être coupés ou mourir. Une évolution dynamique également. Par exemple, un champ va être colonisé par des arbres qui vont s'installer, des essences qui vont pousser à la lumière, et sous leur couvert, d'autres essences vont se développer par la suite, donc la forêt va changer de visage au cours du temps. Il y a également des évolutions accidentelles, on peut penser à un incendie, à une tempête. Et enfin, il y a des évolutions liées à l'action de l'homme, action dans le bon sens ou dans le mauvais sens, nous verrons ça tout au long des 2 ans de formation. Définissons maintenant ce qu'est un arbre. C'est une espèce végétale ligneuse, cela signifie qu'elle est constituée de bois, de plus de 7 mètres de haut avec une tige individualisée. La tige individualisée, cela veut dire qu'on peut identifier un tronc qui est lié au fonctionnement de l'arbre et à son architecture, à son développement dans le temps, avec ce qu'on appelle une dominance apicale, c'est-à-dire le fait qu'il va pousser naturellement vers le haut, selon un axe principal. Attention, quand on parle de 7 mètres de haut, on parle bien de la hauteur à l'âge adulte. Forcément, un semis ne fera pas 7 mètres de haut, on appellera ça quand même un arbre, ce sera un très jeune arbre. On voit également qu'il y a d'autres termes qui sont utilisés, arbuste, arbrisseau, sous-arbrisseau, termes de botanique que nous verrons ultérieurement. On considère que les arbres qui vivent en forêt appartiennent aux essences forestières. Donc ce qu'on appelle une essence forestière, c'est une espèce sociale, c'est-à-dire qu'elle est capable de vivre en interaction avec une concurrence marquée. Il existe quelques essences asociales qui sont capables de vivre en forêt, mais il faut dans ce cas qu'elles soient en petit nombre ou qu'elles se situent sur des stations très riches qui vont lui permettre de survivre à la concurrence d'autres essences qui ont de gros besoins. Globalement, la plupart des essences forestières sont capables de vivre en concurrence. L'IFN, l'inventaire forestier national, qui comptabilise les surfaces de forêt en France, a une définition forcément encore plus précise de ce qu'est une forêt. Elle a défini des critères quantitatifs qui vont permettre de trancher, à savoir si c'est une haie par exemple ou une forêt. Donc les critères sont les suivants, il faut que la surface de l'ensemble boisé soit de plus de 5000 m², c'est-à-dire un demi-hectare, que le couvert boisé avec des arbres donc soit de plus de 10%, que la hauteur soit de plus de 5 mètres, donc sous-entendu à l'âge adulte, donc on voit qu'ils ont descendu un petit peu la limite de 7 mètres à 5 mètres, et enfin il faut qu'il y ait une largeur de plus de 20 mètres, sinon on va tomber dans un fonctionnement de haie. Donc voilà les critères précis qui permettent pour l'IFN de définir une forêt. Définissons maintenant un peuplement. Un peuplement est un ensemble de même nature et indépendant. Ici, j'ai pris un exemple avec 3 entités sur une échelle ou une largeur d'à peu près 1 km, 1000 mètres de large. Pour savoir si ce que j'ai sous les yeux c'est un seul peuplement avec 3 couleurs ou 3 peuplements différents, je vais me poser la question de l'interaction entre les différents peuplements. Ici, je vois que j'ai ce qu'on peut appeler la surface d'interaction, où par exemple des arbres adultes vont faire de l'ombre à des arbres jeunes ou concurrencer des arbres un peu plus âgés. Donc cette surface d'interaction ici,
on va considérer qu'elle est non significative par rapport à la surface indépendante des autres peuplements. Donc on va retrouver ici 3 peuplements. Ils sont, si je reprends le peuplement 1 en blanc, de même nature, on a quelque chose de cohérent dans son fonctionnement, et indépendant des peuplements 2 et 3, puisque les surfaces d'interaction avec les peuplements voisins sont non significatives par rapport à sa surface globale. Prenons maintenant un autre exemple avec une échelle qui cette fois est de 200 mètres. Quand je vais regarder les surfaces d'interaction entre ces 3 entités, je vais constater que les surfaces d'interaction vont former quelque chose de significatif. On ne peut pas se permettre de décrire la zone blanche sans prendre en compte les zones voisines puisqu'elles interfèrent avec son fonctionnement par le biais de la concurrence, de la protection par rapport au vent, etc. Donc ici on a bien un seul peuplement constitué de 3 sous-parties qui le constituent dans son ensemble. Donc ça serait un ensemble de gestion complet qu'on aurait ici. Prenons l'exemple d'une photo. Ici, on a une mosaïque avec plein d'essences différentes côte à côte. Pour savoir si j'ai plein de peuplements différents ou un seul peuplement, je vais juger des surfaces d'interaction. Donc là, ici, je constate qu'il y a un intermédiaire entre les deux cas vus précédemment. Évidemment, dans la réalité, il y a forcément des situations limites. Là, malgré les différences d'essence, les surfaces individuelles de chaque essence restent de petite taille et les zones d'interaction restent significatives. Donc on va considérer pour cet ensemble-là qu'on a un seul peuplement. Donc il faudra le décrire dans son ensemble dans la suite du travail qu'on va mener. On considère que le peuplement est l'unité élémentaire d'analyse et de gestion. Cela veut dire que quand on va aller décrire sur le terrain, on va choisir le peuplement comme base de description. S'il y a 3 peuplements, cela voudra dire qu'il faudra faire 3 descriptions différentes. Et on verra par la suite que quand on va faire des choix de gestion, c'est-à-dire quand on va décider du futur de ce peuplement, le peuplement est l'unité de base dans laquelle on va décider d'un futur. Ensuite, cette gestion s'appliquera arbre par arbre, bien sûr, mais la logique sera définie sur l'ensemble du peuplement. Maintenant, prenons ce peuplement. On dit qu'il est homogène s'il ne présente pas de variations significatives. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, la zone grise et la zone blanche ne sont pas indépendantes. La surface d'interaction serait trop importante pour la zone grise pour considérer la zone grise comme un peuplement à part entière. Donc on aura un seul peuplement. Mais pour autant, il y a une différence entre le gris et le blanc. Ici, le gris, on va annoncer qu'il est en zone de lisière. Ça veut dire qu'il bénéficie d'une lumière latérale dont ne bénéficie pas la partie blanche puisque la lumière s'exerce sur le côté, sur la zone grise. Donc ici, on va considérer qu'on a un peuplement hétérogène avec une partie blanche et une partie de lisière, même si l'ensemble forme un seul peuplement. Il est très important de qualifier précisément les variations entre les zones du peuplement. Donc ici, un des critères clés, par exemple au niveau de l'analyse des dimensions, c'est que le diamètre sera plus important puisque les arbres ont plus de lumière avec cette lumière latérale. On pourrait également avoir des essences différentes, un couvert différent, bref, plusieurs critères qui, au sein d'un même peuplement, créeraient des zones différentes et donc un peuplement qu'on appellerait hétérogène. Quand on veut étudier un peuplement, on doit mettre en place une zone d'étude qui doit être caractéristique forcément d'une partie homogène du peuplement. Ici, je vais choisir de me mettre dans la zone blanche, dans un endroit caractéristique de cette zone-là. La zone rouge, ça ne serait pas une bonne idée de se mettre là, même si on peut comprendre la logique qu'il y a derrière. Se mettre ici, cela permettrait de définir à la fois la zone blanche et la zone grise. Sauf que la surface de la zone grise n'est pas vraiment caractéristique de l'ensemble du peuplement, c'est juste une zone de lisière. Donc en prenant là-dedans des formes d'arbres, des diamètres, je vais fausser l'analyse globale de ma zone blanche qui est la zone caractéristique. Donc je vais m'obliger à mettre la zone d'étude dans la zone blanche, quitte à aller faire une deuxième étude rapide dans la zone grise, zone de lisière, pour définir les différences par rapport à cette zone d'étude principale. On va, une fois qu'on a calé cette zone d'étude, parler de ses limites.
Donc elles peuvent être parfaitement nettes avec un chemin ou autre, ou au contraire être au milieu du peuplement, donc pas simple à visualiser. On va regarder ce qui se passe autour de la zone d'étude, si le peuplement continue sur une surface importante, avec une analyse donc de cette surface de peuplement globale, et éventuellement même parler pour la partie en bas, ici, parler du changement de peuplement avec le peuplement qui est voisin de notre zone étudiée. Donc comprendre la notion de peuplement est vraiment décisif. C'est un point clé du diagnostic sylvicole et d'ailleurs de la suite avec les notions de gestion de peuplement, puisque si on se trompe dans la définition du peuplement, notre analyse ne peut être que fausse et nos décisions ne peuvent être également que faussées. Donc il va être très important dès le début, que ce soit en salle ou sur le terrain, de maîtriser cette notion de peuplement.